Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Smart Invest. Alors aujourd'hui je vais faire un petit point sur le Bitcoin post-FOMC du coup. On avait eu le FOMC le 14, actuellement on est le 16. J'ai préféré faire cette vidéo pas le lendemain directement, mais voilà le surlendemain du FOMC, comme ça on pourra observer un petit peu les réactions qu'il y a eu au niveau du marché directement le jour du FOMC et le lendemain, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Alors bien sûr, on revient aussi sur les hypothèses que j'ai donc depuis quelques mois sur le fameux gap qui se trouve au-dessus de la zone de prix dans laquelle nous sommes, sur également les liquidités de la Fed et les liquidités des institutionnels qui devraient revenir prochainement sur les marchés. On va voir au niveau des métriques que c'est déjà le cas. Et aussi, on va guesstimate si ou non on aura des prochaines montées de taux. Alors déjà au niveau du Fair and Greed Index, de la capitalisation boursière et des volumes, on voit que au niveau des volumes, on a eu énormément de mouvements. C'est dû du coup au fameux FOMC et également au CPI qui est sorti. Donc c'était un jour avant le FOMC. On voit que par contre au niveau du sentiment de marché, alors on est repassé dans la peur et on voit que voilà, on oscille toujours au niveau on va dire cette moyenne de 50, mais on voit que hier, quand même, avec la grosse liquidation qu'il y a eu après FOMC, on est quand même descendu au niveau des 41, on s'est rapproché de l'extrême fear. Donc pour rappel, généralement, le marché des crypto-monnaies est un marché qui est basé sur les sentiments, et on peut donc prédire les bottoms ou les tops de marché, donc la fin des gros mouvements, avec le Fear and Greed Indicator, pour savoir si du coup, lorsqu'on se trouve dans l'extreme greed, euh, qu'on y reste quelques temps et qu'on y sort, généralement on a fait les bottoms de marché. Quand on se retrouve dans l'extreme greed, qu'on y reste quelques temps et qu'on y ressort, généralement on a fait les tops de marché. Alors, au niveau de la capitalisation boursière, on est descendu en dessous des 1000 milliards d'euros. Donc là, actuellement, on est sur la capitalisation boursière en euros. Donc on est sorti des 1000 milliards. On voit qu'on a une certaine volonté d'y retourner. Mais en réalité, on va voir que le cash qui est sorti de la capitalisation boursière totale du marché des cryptos, c'est plus du cash qui était donc sur des altcoins, des bons ou des moins bons projets, et qui, avec l'histoire la Security Exchange Commission et Gary Gensler, donc ce sont surtout des capitaux qui sont sortis de ces assets-là. Par contre, pour les gros, donc pour les Ethereum, Bitcoin, on a eu des mouvements qui ont été quand même assez faibles, à part ceux qu'on a eu au niveau du FOMC sur Ethereum et sur Bitcoin. Au niveau des volumes, on est à moins 33% aujourd'hui, donc ce qui est normal. On avait eu un top de volume le jour du FOMC, et le lendemain ça avait continué à pas mal dégommer. Là voilà, on est à moins 33%, et au niveau de la domination on est en train de repasser à 46%. Après ça se voit pas énormément au niveau des métriques, donc au niveau de l'alcoin season on voit qu'on avait fait un top au niveau des 18, là on est repassé à 12, mais on voit qu'on est toujours sur des creux et des sommets ascendants. Et au niveau de Ethereum sur Bitcoin en pourcentage, on voit que on est passé donc sous cette trendline, mais qu'on continue toujours à faire des plus bas, toujours plus haut. Donc là-dessus, moi, ce que je pense, c'est surtout, on avait donc des capitaux qui s'étaient retrouvés sur des nouveaux projets. Donc typiquement, les mêmes coins, les PP, les BRC20, etc. avaient eu énormément de liquidités qui s'étaient retrouvées dessus. Donc dès qu'on a eu Gary Gensler et qu'on a eu le FOMC, avec une annonce de probablement continuation d'augmentation de taux, mais pour ce FOMC-là, juste un skip, je pense que cette liquidité, enfin, les personnes qui ont investi sur ces projets se sont bien rendues compte que voilà, on n'était pas du tout comme en 2021. C'était pas des nouveaux projets qui viennent de sortir qui allaient pump et faire des fois 10 000%. Que voilà, actuellement on est en stagflation. Dans la stagflation, on peut le voir que ce soit au niveau du marché action ou au niveau du marché des cryptos, les capitaux se retrouvent dans les grosses valeurs. Pourquoi? Parce que la stagflation, on a toujours cette inflation, mais on a quand même cette récession. Donc les capitaux se regroupent
on a une centralisation des capitaux. Et ça, on le voit rien qu'au niveau du S&P. On a 6 valeurs qui font quasiment toute la performance du S&P. Pareil pour le Nasdaq. Maintenant, le Nasdaq 100, étant donné que c'est 100 valeurs, c'est quand même surtout 100 valeurs technologiques. On a quand même une moins grosse donc, pondération des capitaux uniquement sur certaines valeurs, mais ça reste quand même de la centralisation des capitaux, comme on a pu le voir dans la dernière stagflation qu'on a connue, donc dans les années 70. Donc, au niveau de l'inflation, tiens, ce qui était intéressant de voir, et ce qui vraiment, moi, me laisse perplexe, c'est le fait que la Fed garde toujours une inflation reportée de 4%, alors qu'on est limite en train dangereusement de se rapprocher des 2%. 2% du coup qui est soi-disant la target, mais je vous assure que être en dessous de 2% en récession, c'est une déflation, c'est donc une dépression. Donc pour rappel, vous avez l'économie, tiens je vais dessiner là-dessus. Donc voilà, vous avez l'économie, vous avez donc la récession et la croissance, mais vous avez également l'inflation et la déflation. Donc pour une économie saine, le mieux est bien évidemment de se trouver en croissance inflationniste. C'est ce qu'on a connu du coup les 50 dernières années. Hormis durant 2008. 2008, pourquoi c'était une très grosse crise? Parce qu'on était premièrement en récession, mais on était en récession dépressionniste, ce qu'on appelle une dépression. Ça, typiquement, lorsque vous avez donc des économies qui sont extrêmement endettées, c'est le pire à avoir. Pourquoi? Parce que votre dette vous coûte de plus en plus cher, étant donné que on a du coup des taux d'intérêt qui montent, mais également que donc le dollar, la monnaie, devient rare. En plus de ça, vous êtes en récession, donc vous avez très peu d'acteurs économiques qui peuvent vous permettre d'avoir de la croissance sur votre patrimoine. Donc là-dessus, qu'est-ce que ça vous incite? Ça vous incite à garder tout simplement votre cash, donc à arrêter de consommer, à arrêter d'investir. Si moins de consommation, moins d'investissement, moins de production, donc encore une fois, on recule dans la récession. Et encore une fois, si moins de croissance, moins de masse monétaire qui est émise, ça fait du coup augmentation de la valeur du cash, donc on s'enfonce de plus en plus dans la dépression. Voilà pourquoi la dépression, même la plus grosse crise qu'on ait connue, c'est la crise donc des années 20, des années 30 pardon, c'était une crise donc dépressionniste. Donc c'était une récession dans une dépression. Voilà pourquoi rester en stagflation, donc stagflation c'est inflation plus récession, c'est moins grave qu'être directement en déflation plus récession. Donc c'est vraiment ce niveau de l'économie, c'est une catastrophe pour les économies et encore plus celles qui sont surendettées. Donc ce serait vraiment grave d'y rentrer et en voyant que la Fed continue à nier le fait que l'inflation ait baissé énormément, ce qui peut lui permettre de continuer d'avoir un poids sur les marchés. Ça reste bien sûr politique, hein, ça reste politique, mais là-dessus ça peut devenir dangereux. Et alors ce que j'ai relevé, ce qui est intéressant, c'est que l'inflation qui est reportée, donc à 4%, la Fed sait très bien qu'elle est fausse. La Fed sait très bien qu'elle est fausse, donc qu'est-ce qu'elle fait malgré un discours qui lui dit voilà, on va peut-être continuer d'augmenter les taux, l'inflation n'est pas encore battue, etc., alors qu'en réalité elle est dangereusement en train de chuter, eh bien on voit qu'on a des nouveaux plus hauts au niveau des liquidités de la Fed investies dans les marchés. Donc nouveau plus haut annuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed prend le pari extrêmement risqué de continuer d'investir dans les marchés tout en continuant de probablement encore peut-être une augmentation de taux, mais enfin je pense pas, mais surtout de nier le fait qu'on soit rentré quasiment en déflation. On est en déflation, donc de 12% à 2,40, c'est une régression de l'inflation, donc ça commence à devenir déflationniste. Maintenant, c'est pas encore grave tant qu'on ne passe pas sous la barre des 2%. Si jamais on passe sous la barre des 2%, là-dessus, vous pouvez vous assurer que ça pourrait devenir dangereux. Mais bon, encore une fois, on n'a pas eu d'augmentation de taux, peut-être qu'on n'en aura plus. Maintenant, avec le fait que le gouvernement américain aille émettre donc sous peu 500
1000 milliards à 500 milliards pardon, à 1000 milliards de dettes obligataires, c'est sûr que la Fed n'allait pas augmenter encore plus les taux, ce qui n'allait pas du tout arranger le gouvernement américain, donc d'émettre jusqu'à 1000 milliards de dettes obligataires à rétribuer donc 5%. On voit que au niveau du dollar, donc la non-augmentation des taux a provoqué du coup une chute du dollar, mais chute du dollar vis-à-vis du forex, vis-à-vis des autres devises. Donc on peut voir que on a par exemple l'euro USD qui a très bien réagi. Donc l'euro USD qui était assez sous-évalué aussi vis-à-vis du ratio de obligations d'État à 10 ans. Alors j'ai fait mes petits gribouillis. Il va falloir que j'enlève tout ça. Hop, donc pour regarder le ratio obligataire, donc on fait obligation d'État à 10 ans européenne sur obligation d'État à 10 ans américaine, et on a le ratio, et on voit que le ratio en réalité c'est quasiment la même charte que le forex. Et on voit du coup que voilà, on a du coup un ratio obligataire qui suit donc le taux donc de change de l'euro-dollar. On voit que voilà, on a une très grosse réaction, pardon, donc un très gros rebond au niveau de l'euro-dollar qui commence à être corrigé. Donc ça a été du coup l'augmentation de taux de la Banque Centrale Européenne et la non-augmentation de taux de la Fed. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les indices, eux, ont continué leur rallye. Donc indices qui ont continué leur rallye dû au fait qu'on a eu confirmation, pas d'augmentation de taux sur ce FOMC là. Donc ce qui a fait bien sûr baisser le DXY. Maintenant on n'a pas eu la même réaction au niveau de quoi? Au niveau du marché des cryptos. Alors au niveau du Bitcoin. Bitcoin ça a été très intéressant. Pourquoi? Parce que on est revenu enfin sur cet order block que j'attendais depuis le 15 mars. Donc ça fait quand même pas mal de vidéos que je vous rappelais que voilà, j'attendais cette zone pour rentrer en spot ou en futur, hein, tout dépend de votre gestion du risque sur le Bitcoin. On a atteint cette zone directement, je suis rentré. Hop là, Bitcoin. 4 heures, donc on a atteint la zone directement, je suis rentré. Pourquoi? Parce que pour moi, il fallait impérativement revenir sur cette zone pour du coup continuer à faire des plus hauts. Bien sûr, donc on est dans un order block, donc je prends pour moi le lot qui est le lot protégé, qui est du coup à ce niveau-là, donc au niveau des 23 900. C'est là où se trouve mon stop loss. C'est pas un conseil d'investissement, c'est juste moi ma spéculation. Mais pour rappel, si jamais on venait à break donc c'est plus haut, à réintégrer ce range, au niveau du haut du range, pardon, je clôturerai une partie de ma position pour sécuriser mon stop loss. Pourquoi je vous précise ça? Parce que on avait eu du coup au niveau d'Ethereum, j'étais rentré donc en long dessus également. Donc j'étais rentré en long à ce niveau-là. Donc quand on était rentré dans cet order block-ci, donc j'étais rentré en long, j'avais sécurisé ma position. Ah non, pardon, c'était ici. Donc ici, on était rentré en long. À ce niveau-là, donc quand on avait retapé le haut, le bas du canal haussier, pardon, j'avais pris donc des profits partiels. Pourquoi? Pour ça m'assurer, si jamais on revenait dans ce niveau-là, de sécuriser donc mon stop loss, de payer mon stop loss. C'est ce qu'on a fait. On est revenu à ce niveau-là et on a break les plus bas pour aller taper un order block qui était un petit peu plus bas. Ce qui est vraiment intéressant, mais bon, je le préciserai sur la vidéo sur Ethereum, c'est qu'on a fait ça quand on a fait ça une fois que la supply d'Ethereum a arrêté d'être déflationniste. Donc c'est intéressant à surveiller. Mais bon, pour l'instant on est sur Bitcoin. Donc au niveau de Bitcoin, on a atteint l'order block que j'attendais. Très bonne nouvelle. Maintenant, il faut attendre du coup de peut-être travailler un petit peu l'order block et hop, venir du coup rebreak les derniers plus hauts. Peut-être réintégrer ce range, peut-être re-rentrer dans ce canal haussier. Mais bon, pour rappel, on a du coup le très gros gap au-dessus à traverser. Très gros gap à traverser, donc là-dessus, je vais pas le redire à chaque fois, mais bon, c'est une zone très importante pour les exchanges, pour les brokers.
zone où ils nous auront peu de rémunération, donc soit on va la traverser directement, soit on va travailler dedans pendant très longtemps. Je pense que, étant donné la chart que j'ai devant moi, on va ranger en dessous. Pourquoi? Pour accumuler du coup des ordres, faire une accumulation de wake-off plus long terme et peut-être commencer à la rentrée. Ou alors au FOMC du coup de septembre, si on n'aurait pas d'augmentation de taux, de pouvoir commencer à attaquer donc ce gap. Pourquoi après du coup ce FOMC et pas pendant l'été? Premièrement, donc saison estivale, très peu de volume, pas d'institutionnels présents sur les marchés. Et en plus de ça, on a énormément d'options qui arrivent donc le 30 juin à maturité. Donc on a plus de 3 milliards 360 millions d'options qui arrivent à maturité le 30 juin et la plupart sont des calls, donc calls au-dessus des 28 000. Donc call au-dessus des 28 000 qui ferait que le broker pourrait donc être gagnant si jamais on continue à ranger en dessous des 28 000 jusqu'au 30 juin. Maintenant, seul le temps nous le dira. Au niveau des ordres à aller chercher, on voit que, écoutez, dans l'order block, on a encore pas mal d'ordres à aller chercher si jamais le broker veut se recharger en ordre futur. Donc jusqu'au 23 782, on a pas mal d'ordres à aller chercher. Un peu plus de long que de short. On voit qu'au niveau des shorts, on est assez, on n'a pas énormément. Mais ce serait possible de quand même aller en chercher au moins jusqu'en 26 510 pour liquider. Parce qu'on voit que actuellement l'open interest ne fait que ça. Donc actuellement l'open interest c'est uniquement des liquidations. Voilà, donc on voit que chaque mouvement c'est de la liquidation, que ce soit mouvement baissier, que ce soit mouvement haussier. À chaque fois donc on ajoute de l'open interest avec de la manipulation et hop on vient la liquider directement. Donc ça prouve vraiment que pour l'instant le marché n'a pas de liquidité pour aller au nord ni pour aller au sud. Pour l'instant c'est vraiment de la liquidation, donc attention si vous faites du trading court terme. Pour moi déjà, il faudrait donc travailler encore dans cette zone au moins jusqu'au 30 juin et peut-être après retourner surtout sur ce canal haussier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne semaine.